Super, donc bonjour à toutes et tous ceux qui sont encore connectés. Ravi de Il y a encore pas pouvoir. mal de monde, hein, qui est connecté là, encore, une bonne cinquantaine de personnes, donc tout va bien. C'est parfait. Ce que je fais tout de suite, parce que je sais que de temps en temps, il y en a qui doivent rejoindre un meeting au bout de quelques minutes ou quelque chose. Donc, je partage tout de suite dans le chat quelques liens que je repartagerai à la fin de ma présentation, mais c'est pour être sûr que tout le monde les ait au cas où vous devriez partir avant. Donc, voilà, vous voyez dans le On chat voit vos liens, normalement ouais, absolument. quelques petits liens. Alors oui, aujourd'hui, on va parler de ce que j'appelle les RH augmentés ou comment évoluer la fonction RH et surtout, en fait, je vais essayer d'être assez concret. Vous avez des Qu'est-ce documents que... à partager là? Ou Oui, je vais d'accord, partager donc mon écran, ma présentation. Voilà, normalement, elle doit s'afficher c'est parfait. à Mettez-vous en l'écran plein écran et puis c'est parfait. de tout le monde. Voilà, donc on se met en full screen et donc vous voyez ma présentation et normalement, vous voyez aussi en même temps On moi a qui on parle. n'a pas toute la présentation, on n'a qu'une partie, on n'a pas le vrai plein écran. On a vos slides à côté, mais c'est très bien, on voit très bien. Ah oui, vous voyez, oui, bon, bah, ça suffit, on va dire. C'est l'essentiel, c'est de voir au moins une partie, mais effectivement, je ne sais pas pourquoi ça ne s'affiche pas totalement. C'est déjà pas mal comme ça, oui, parce que je partage mon écran, donc vous voyez aussi ma tête. J'essaie de bouger les choses, voilà. On va se mettre comme ça, peut-être ça va être plus simple. Super. Alors, donc, avant de démarrer aussi, pour être super clair, qu'est-ce que je fais moi? Donc, je m'annonce comme expert intelligence collective. J'ai été comme vous, je crois la plupart d'entre vous qui sont dans des entreprises établies, que ce soit des PME ou des ETI, des grandes entreprises. J'ai été salarié avant chez Airbus 5 ans avant de démarrer mes propres entreprises et notamment de devenir donc expert en intelligence collective, c'est-à-dire concrètement de venir dans les entreprises qui le souhaitent mettre en œuvre un fonctionnement d'équipe optimum décentralisé où le management ou les RH ne sont pas là pour prendre seuls les décisions, mais c'est plutôt les équipes qui sont autonomes pour prendre d'elles-mêmes les décisions en cohérence avec la vision de l'entreprise. Donc, mon travail au quotidien, c'est d'animer des séminaires et d'intervenir dans les entreprises qui veulent mettre en œuvre ce type de fonctionnement. Aujourd'hui, je vais vous expliquer pourquoi je pense que c'est important et je vais essayer de répondre à cette question que vous voyez affichée en bas de l'écran, qui est dans cette ère un peu spéciale que l'on vit tous, moi le premier, Covid, comment est-ce qu'on arrive à assurer ces trois facteurs en même temps, c'est-à-dire l'engagement, la motivation des collaborateurs, de l'ensemble de l'entreprise, du résultat, des résultats, mais aussi de la sérénité. Parce qu'il y a quand même, on vit tous à différents niveaux un peu de stress lié à cette situation. Et l'idéal, c'est d'avoir ce triptyque. Alors, pour démarrer, l'image que vous voyez là, c'est vraiment un peu le switch un peu qu'on a fait entre avant et aujourd'hui. Avant, on avait l'habitude d'avoir un bureau et d'être proche de ses collaborateurs. Et aujourd'hui, si on est en télétravail au moins quelques jours par semaine, souvent un peu seul à la maison ou dans un espace totalement différent. Et soyons honnêtes, et je sais que vous l'avez tous déjà entendu à mon avis dans les autres présentations, effectivement, notre cadre, nos habitudes ont un peu explosé en mille morceaux avec le Covid. Elles ont totalement changé. Avant, on avait un cadre qui était déjà établi, c'est-à-dire que on allait au bureau, on avait des habitudes, on savait où étaient nos collaborateurs, on avait tout ça. Aujourd'hui, ce cadre, il a été totalement redéfini, donc ce qui amène un challenge en plus. Mais en plus de ça, de temps en temps, il se merge, il vient se confronter au cadre de la vie personnelle et donc on doit tout redéfinir. Et donc la première chose que je veux transmettre, qui pour moi est fondamentale, mais je ne suis pas sûr qu'on a tous encore pris la mesure, on s'en est donné les moyens, c'est effectivement l'importance de se recréer un cadre, un ancrage. Avant, ce cadre, il était automatique. J'arrive au bureau, j'ai une habitude, je connais physiquement l'espace, je sais où sont mes collaborateurs, j'ai des habitudes de communication, de travail. Aujourd'hui, ce cadre a explosé et donc c'est à nous, à chacun d'entre nous, de recréer ce cadre. Et alors, recréer ce cadre, ça demande, selon moi en tout cas, un réel effort ou en tout cas un changement pour assurer ce cadre. Alors, je vais donner des exemples très concrets. Là, j'affiche à l'écran euh, le calendrier de mes journées. Donc là, on voit le calendrier début septembre. Et ce que vous voyez, pour être très clair, c'est que moi, j'ai le matin et le soir des routines. Sans ces routines, je suis incapable de travailler.
Ça, c'est ma façon de faire mon cadre, hein. Des routines le matin, au réveil, avec une liste des actions que je veux réaliser, mes exercices physiques, même de la méditation, euh, et puis la même chose le soir. Pourquoi je parle de ça? C'est pour donner un exemple concret. Moi, je pense que quand on est dans un bureau, finalement, même si on n'avait pas cette routine, elle était automatique dans les habitudes qu'on avait prises au bureau, mais encore une fois, elle a volé en éclats. Et donc, je pense que la première chose, avant même de pouvoir totalement avoir ce rôle de RH augmenté, c'est pour soi-même en tant qu'individu, même au-delà de son rôle au travail, c'est comment est-ce que je vais me recréer ce cadre. Donc, il y a évidemment les routines, mais il y a aussi l'espace de travail. Ça paraît encore peut-être très simple ce que je dis, mais il y a quand même une différence fondamentale que je constate entre le savoir théoriquement et vraiment se l'accorder. Quel espace de travail j'ai? Pour ceux qui ont vu mon écran, moi je me suis créé un espace de travail avec un bureau qui me fait plaisir et qui peut être indépendant de l'espace personnel pour essayer au moins de créer cette sécurité. Je pense que c'est essentiel et je pense surtout, c'est pour ça que j'insiste sur ce point, que tant que l'on n'a pas créé ce cadre-là sécurisant pour soi, chez soi ou dans le nouvel espace de travail, on aura beaucoup plus de mal à avoir ce rôle de RH augmenté ou avoir ce rôle de RH qui va amener des nouvelles façons de travailler. C'est super important. Il faut montrer l'exemple pour soi-même avant de pouvoir aussi accompagner les autres. Voilà pourquoi j'insiste sur ce point et on pourra y revenir s'il y a des questions là-dessus à la fin de cette présentation. Je vais essayer de prendre 15 minutes et autour de 16h15, 16h20, on pourra répondre à des questions que vous poserez sur le chat. Alors, en 2012, Google, vous connaissez tous Google évidemment, a fait une étude qui, moi, m'a marqué et elle s'est posé une question essentielle. Elle s'est dit, mais finalement, qu'est-ce qui fait qu'une équipe et finalement qu'une entreprise fonctionne bien? Est-ce qu'il y a un facteur commun de toutes ces équipes qui cartonnent dans toutes les entreprises, quelle que soit la taille ou le produit, les services que vend cette entreprise? Et ils sont partis d'un un a priori qui était de dire bah, une équipe qui fonctionne, c'est forcément qu'elle a les bonnes personnes. Hein, les personnes qui composent cette équipe, les personnes qui composent l'entreprise, c'est les bonnes personnes. Et ça devrait être ça qui fait les meilleures équipes. Et donc, elles ont étudié des dizaines d'années d'équipes, des données à travers leurs équipes en interne, mais aussi dans d'autres entreprises, pour essayer de comprendre s'il y avait un fil rouge ici et de confirmer les hypothèses. Et ils ont eu une grande surprise. Ils ont découvert qu'en fait, ce n'étaient pas les personnes qui composaient l'équipe qui faisaient les meilleures équipes, mais plutôt le cadre dans lequel elles opéraient. Et pour être beaucoup plus précis, elles ont sorti un facteur spécifique qui est la sécurité affective. C'était le facteur dominant, le premier facteur hein, qui assurait que des équipes cartonnaient plus que d'autres. Alors, l'étude qui s'appelle Projet Aristote, vous pourrez aussi chercher sur Internet, ne dit pas que les talents des personnes qui composent une équipe ne sont pas importants pour la réussite. Elle ne dit pas ça. Elle dit que c'est un facteur secondaire. Le facteur primaire étant la sécurité affective. Alors, pourquoi est-ce que la sécurité affective pourrait être un facteur essentiel pour justement réussir? Et je vous rappelle la question initiale qui était l'engagement, les résultats et la sérénité. Moi, c'est ça que je dirais, une équipe qui cartonne, c'est une équipe qui arrive à associer ces trois éléments. Pourquoi est-ce que la sécurité affective serait le premier facteur? Eh bien, si on regarde la vie de nous, êtres humains, il y a quelques milliers d'années, on vivait en tribu. Et lorsque si j'avais une déconnexion avec la tribu avec laquelle je vivais, j'étais rejeté du groupe, hein, je perdais ce lien social, je risquais d'être exclu de ma tribu. Sauf qu'il y a des milliers d'années, être exclu de cette tribu, c'était la mort quasiment assurée, puisque j'allais me retrouver probablement face à un lion qui passait par là et me faire dévorer par ce lion. Bref, on vivait dans une vie beaucoup plus sauvage et donc c'était très risqué. Et donc, cet intérêt, ce besoin fondamental de lien affectif et de sécurité affective avec les siens est resté ancré dans notre ADN, même si nous n'en avons pas conscience. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire qu'aujourd'hui, quand je fais partie d'une équipe, voire même d'un projet personnel, je vais avoir naturellement tendance
à ne pas vouloir exprimer quelque chose qui va aller en l'encontre de la norme sociale du groupe dans laquelle je suis. Donc, je ne vais pas forcément exprimer un désaccord. Je ne vais pas forcément exprimer mes idées profondes de peur que ça dérange, on va dire, l'ordre établi, etc. Pourquoi? Pas parce que j'en n'en suis pas capable, au contraire, j'en suis capable, mais parce que inconsciemment, j'ai cette crainte de déconnecter le lien affectif. Et en moi, ça veut dire c'est une peur aussi forte que la mort. Sauf qu'on n'en a pas conscience et c'est ça que Google a découvert et a découvert donc ce premier facteur que j'écris ici. Aujourd'hui, évidemment, on ne vit plus en tribu autour du feu. On vit dans un monde ultra connecté, mais ce besoin fondamental est resté. Et donc, l'un des facteurs essentiels que je pense la fonction RH doit porter aujourd'hui, c'est effectivement comment amener de la sécurité affective dans l'entreprise ou dans les équipes. Je vais revenir un peu plus tard, enfin non, je vais revenir dès maintenant sur un exemple concret. Quand je vais en entreprise, soit montrer l'exemple, c'est-à-dire prendre le rôle de manager ou accompagner les RH pour mettre en œuvre ce type de fonctionnement, qu'est-ce que je fais quand j'anime une réunion ou un séminaire? Je prends l'exemple d'un séminaire que j'anime demain matin. Et ben, je crée des règles du jeu. Par exemple, pour une réunion, où je dis au début de la réunion, je propose les 3 règles du jeu qui s'affichent ici, où je dis, je vous propose les 3 S. On va s'écouter, on va s'exprimer et on va laisser les portables sur silencieux. Alors vous allez me dire, ça paraît extrêmement simple. Effectivement, c'est aussi simple que ça, sauf que le simple fait d'avoir proposé des règles du jeu au groupe de travail, et en plus de ça, c'est le slide suivant, de demander à 2 volontaires de prendre le rôle d'observateurs qui notamment lèveront la main si jamais on sortait du cadre qu'on a entendu ensemble, c'est-à-dire de s'écouter, de prendre le temps de s'exprimer, de lever la main. On crée cette sécurité affective parce qu'on crée un nouveau cadre de règles qui dit, dans le cadre de cette réunion et de ce projet, nous sommes autorisés à vraiment nous exprimer, à dire ce que nous pensons, à nous écouter, à dire non si on n'est pas d'accord. Et en plus de ça, nous avons 2 personnes qui sont volontaires pour assurer que ce cadre est bien respecté. C'est une démarche qui amène un sentiment de sécurité plus fort que si on ne prend même pas le temps, ça peut prendre 1 minute ou 2 au début d'une réunion, pour poser ce cadre. Finalement, on crée un cadre alternatif. Et ça a un effet colossal. Je vous suggère d'essayer rien que cette chose-là, ou vous avez peut-être d'ailleurs déjà essayé, à votre façon. Vous allez voir, en tout cas, moi je constate à chaque fois, ça fait une différence fondamentale. Deuxième élément, pour donc ce que j'appelle les RH augmentés, c'est comment est-ce que l'on va accompagner l'entreprise à passer d'une culture de la décision à une culture de la facilitation. Alors j'imagine que vous avez déjà entendu parler de ça, mais encore une fois, aujourd'hui, surtout à l'ère Covid, avec le télétravail, les équipes décentralisées, chacun un peu indépendant chez soi, pas forcément facilement communiquant avec le reste des collaborateurs, le management et les RH ne peuvent plus être les seuls à décider, finalement, à être dans la décision, mais plutôt à prendre un rôle qui va faciliter le fait que ce soit les équipes elles-mêmes qui prennent leurs décisions de façon autonome. Soit une personne seule chez elle, soit une équipe qu'elle sache d'elle-même prendre la décision. Et là, il y a une évolution fondamentale de la posture des RH et du management en général, qui n'est plus de prendre les décisions, mais de se mettre au service de l'équipe pour qu'elle-même sache décider. Et vous voyez le lien avec le premier élément. Évidemment, si je ne suis pas en sécurité affective, je vais avoir moins de facilité à prendre mes décisions, puisque je vais avoir peur d'exprimer mon idée ou de dire non. Je vais aussi avoir plus peur de me connecter avec ce qui me paraît le plus cohérent pour l'entreprise. Je vais devoir tout le temps solliciter le management ou les RH pour décider, parce que je ne me sens pas en sécurité. Donc, encore une fois, la sécurité affective est un des éléments qui, justement, entre dans la facilitation. La difficulté avec cet aspect de facilitation, de changer cette posture, elle est dans le fait que ça demande aussi, ou ça
fait émerger une autre peur que l'on a tous, qui est de dire, mais finalement, si je ne suis plus la personne qui contrôle directement le cadre ou qui prend les décisions, à quoi je sers dans cette entreprise? Quel est mon rôle dans cette entreprise si je ne suis plus la personne qui gère le cadre, que ce soit le cadre de gestion RH ou que ce soit le cadre de gestion du quotidien? À quoi je sers? Effectivement, je peux comprendre que cette peur soit louable. La réalité, c'est que non. Quand je prends le rôle de facilitation, peut-être que je ne décide plus directement et que j'aide plutôt les équipes à co-créer leurs propres décisions, mais je deviens un élément, je suis toujours essentiel, mais j'ai un rôle un peu différent. Ça demande tout de même une sorte de prise de conscience du fait que ce rôle-là sera important. Ça demande un peu d'effort et de pratique. Pourquoi je parle de pratique et j'affiche cette photo? Il y a une trentaine d'années, une quarantaine d'années, les neurosciences, donc les sciences du cerveau, ont montré que nos cerveaux étaient un peu comme de la pâte à modeler. On pensait que nos cerveaux étaient fixés à l'adolescence. J'ai mon comportement, mes habitudes, mes croyances, c'est terminé, c'est fixé pour la vie. La réalité est un peu différente. Notre cerveau est comme une pâte à modeler. Je peux faire évoluer mes habitudes, mes comportements tout au long de ma vie jusqu'à ma mort. Et donc, pourquoi j'affiche cette image? C'est que je veux juste être assez clair et transparent sur le fait que passer de la décision à la facilitation, en plus d'avoir des super outils et d'en parler, ça va demander aussi une évolution de chaque personne dans sa posture et une envie réelle, profonde de se dire, OK, moi, j'ai envie de prendre cette posture et je la travaille régulièrement tous les jours. En moyenne, il faut à peu près un mois, on dit 21 jours, mais ça dépend des personnes. On va dire en gros un mois pour créer une nouvelle habitude. Si je pratique tous les jours, toutes les semaines une habitude, donc notamment cette nouvelle posture de facilitation de la décision, il me faudra à peu près un mois de pratique pour que ça devienne un automatisme. Donc ça demande un effort. C'est ça mon point. Mon point est de dire, il ne suffit pas de lire ou d'en parler, il faut le pratiquer et il faut le pratiquer au jour le jour. C'est la même chose pour la sécurité affective ou pour le cadre dont je parlais au tout début avec ses routines si on travaille de chez soi. Troisième élément, donc vous vous souvenez, premier élément, du RH augmenté, la sécurité affective. Comment est-ce que je vais amener de la sécurité affective au sein de l'entreprise, au sein de mes équipes? Deuxième élément, comment est-ce que je peux passer d'être quelqu'un qui est décisionnaire sur le cadre à quelqu'un qui facilite la création du cadre par les équipes elles-mêmes? Et troisième élément dont je vais parler tout de suite, c'est ajouter la raison aux objectifs. Je prends un exemple très concret. Si par exemple l'objectif de l'entreprise, c'est de dire je veux vendre 200 000 voitures cette année aux jeunes actifs, ça c'est très facile pour permettre aux équipes de savoir l'objectif, mais ça ne les aide pas à être autonomes dans le sens, ça ne leur dit pas ce qu'elles doivent faire au jour le jour. Elles vont toujours devoir se référer aux équipes RH ou à leur leader d'équipe pour savoir qu'est-ce que je dois faire aujourd'hui. J'ai bien compris l'objectif des 200 000 voitures, mais qu'est-ce que je dois faire aujourd'hui? Ou qu'est-ce qui se passe si j'ai une situation bizarre ou spécifique? Quand j'y ajoute la raison, le collaborateur devient beaucoup plus autonome et a moins besoin de sursolliciter les équipes RH ou ses managers pour travailler de façon autonome avec ses coéquipiers. Si je reprends l'exemple de l'usine de voitures, une raison à ajouter à l'objectif, ça serait de dire nous cherchons à rendre accessible le transport urbain aux jeunes actifs et dans ce sens-là, nous cherchons à vendre 200 000 véhicules dans l'année. Donc, vous voyez qu'il y a deux choses qui sont accouplées ici. On a dit, en fait, la raison de notre travail, c'est de rendre accessible le transport urbain. Et au service de cette raison, on a fixé un objectif de 200 000 véhicules. Quand j'ai compris ça et que j'ai intégré ça en tant que collaborateur, ma capacité de travailler de façon autonome est décuplée. Elle est décuplée parce que si j'ai une situation différente à gérer ou j'ai une situation particulière ou j'ai un nouveau coéquipier, comme je sais pourquoi je fais mon travail, rendre accessible le transport urbain, je vais pouvoir être plus créatif, exprimer. Donc, ça paraît être un point aussi très simple et que je suis certain que tous ceux qui écoutent là ont déjà entendu, mais
aujourd'hui, à l'ère du Covid, où on est en télétravail, ce n'est plus un choix. Ça devient une obligation, ça devient un essentiel et on doit se donner les moyens de mettre en œuvre, de définir cette raison. Par exemple, effectivement, en prenant le temps ou en incitant euh, à prendre le temps, ça peut être une journée, une demi-journée, à discuter, mais finalement, quelle est la raison derrière l'objectif? Vous pouvez le faire avec votre équipe directe ou vous pouvez inciter à le faire pour un département, une division dont vous vous occupez, pardon, ou pour toute l'entreprise. C'est devenu un essentiel. Alors, pour terminer, et après je passerai aux questions, j'ai un peu dépassé le temps, je voudrais vous raconter une petite histoire, parce que vous vous demandez aussi peut-être où sont les cerveaux Wi-Fi dans tout ce dont on a parlé. Alors là, il y a une photo qui s'affiche à l'écran. Donc vous voyez Artus, moi-même. Donc à 9 ans, j'ai eu la chance de grandir quelques années en Afrique, à Abidjan. Donc là, c'est ma photo de classe à Abidjan. Alors il faut se dire, il fait 38 degrés, 90% d'humidité. Là, sur la photo, on ne s'en rend pas bien compte. Et alors, on avait la chance avec ma sœur et mes parents d'avoir une grande maison. Et je me souviens, alors il faut imaginer, hein, on a une grande maison, chacun a sa chambre. Et il y a la clim, parce qu'il fait quand même très chaud. Et puis, il y a une moustiquaire autour du lit. Il y en a peut-être certains d'entre vous qui ont vécu dans des pays comme ça. Vous voyez l'idée. Et donc, je me souviens, une nuit, je suis profondément endormi dans mon lit. Et il doit être 2 ou 3 heures du matin. Et il y a le bruit de la clim, etc. Et tout d'un coup, je me réveille en sursaut. Et comme de façon un peu automatique, je vais vers la chambre de mes parents, je rentre dans la chambre et je trouve face à moi ma mère qui est en pleine crise d'épilepsie. Alors pour ceux qui connaissent l'épilepsie, c'est une crise électrique dans le cerveau et la personne qui a une crise un peu violente, elle a des spasmes, elle est totalement bloquée, elle a du mal à respirer. C'est très impressionnant, on a vraiment l'impression de voir sa mère mourir devant ses yeux, donc c'est assez choquant. Mais bon, je m'assois à côté d'elle et puis, je sais pas, intuitivement, je reste calme et la crise passe. Quelques années plus tard, alors que je suis étudiant à l'école, je comprends que j'apprends en cours de physique que lorsqu'on fait passer un signal électrique à travers un câble électrique, ça crée un champ électromagnétique autour du câble. Et lorsque ce champ électromagnétique vient toucher un autre câble électrique, ça crée un courant dans l'autre câble, enfin ça se connecte, et donc ça permet de connecter les deux matériaux. C'est comme ça que fonctionnent vos plaques à induction ou le sans contact avec les cartes bleues qu'on utilise beaucoup en ce moment, où malgré le non-contact, on arrive par connexion électromagnétique à transmettre de l'information. Ben moi, je me suis dit que peut-être aussi nos cerveaux étaient connectés en Wi-Fi et que c'est comme ça que j'avais, malgré l'absence de bruit, mon endormissement complet, j'avais ressenti la crise électrique dans le cerveau de ma mère à distance, c'est-à-dire au moins une vingtaine de mètres. Et cette crise électrique, ce fonctionnement particulièrement perturbé, avait perturbé mon propre fonctionnement électrique et m'avait donc réveillé. Euh, L'histoire n'en dit pas plus, c'est pas encore démontré, mais en tout cas, moi, je crois qu'il y a effectivement euh, un, il s'est passé quelque chose. Ce qui est sûr, c'est que les sciences du cerveau nous ont aussi démontré qu'on avait des neurones miroirs ou que d'une certaine façon, l'état dans lequel je me trouve tout de suite, en tant que RH, en tant que dirigeant d'équipe, en tant que salarié, affecte les personnes autour de moi, vont avoir tendance à influencer leur comportement sans même en parler ou agir. Ce que je veux dire par là, c'est remettre un point d'importance sur le fait que votre vision du travail, la posture que vous allez prendre en tant qu'RH a un impact colossal sur les équipes, sur l'entreprise, même si vous êtes en télétravail. On ne s'en rend pas tout à fait compte parce qu'on a du mal à le prouver matériellement, mais je peux vous assurer en tout cas que c'est le cas et j'y crois énormément. Alors pour terminer, je voudrais donner peut-être 5 actions ou suggestions de voies à suivre pour suivre ce que j'appelle la voie du RH augmenté. Euh, les deux premiers que vous voyez là, c'est effectivement l'importance, je l'ai redit parce que j'ai parlé de la sécurité affective. Si on veut avoir des équipes qui sont autonomes, qui produisent des résultats cohérents, mais en même temps qui sont sereines, se former à l'intelligence émotionnelle et inciter, j'aurais envie de dire aussi le management, hein, vous en premier évidemment, mais aussi surtout le management, se former à l'intelligence émotionnelle et à se former à cette capacité de comprendre, d'écouter les équipes,
euh, en plus de l'aspect purement technique. Se former à la facilitation, encore une fois, on l'a vu, le rôle du management change. On n'est plus dans la direction, on est dans la facilitation et on voit l'importance de ce phénomène en ce moment. Je parle d'impact viral euh, et c'est littéralement le cas pour vous qui écoutez et qui êtes en rôle RH, parce que vous allez vous dire, bah, mais si moi, je ne suis pas forcément dirigeant de l'entreprise ou j'ai qu'une équipe, une petite équipe, est-ce que moi, j'ai mon rôle à jouer? Bah, oui, je pense que oui. On l'a dit en montrant l'exemple, vous pouvez vous-même pratiquer l'écoute active au jour le jour. Hein. Je répète ce que la personne avec qui je discute dit, ce qui crée déjà cette sécurité affective entre lui et moi. Donc, vous montrez l'exemple. Je pose des questions ouvertes, hein, plutôt que des questions qui se répondent par oui ou non. Comment penses-tu faire? Pourquoi? Quoi? Plutôt que de poser des questions qui se répondent par oui ou non. Ça a un impact colossal sur la personne avec qui vous discutez. Ça, vous pouvez le tester tous les jours. Si vous le pratiquez tous les jours, encore une fois, pendant 21 jours ou un mois, vous vous souvenez du cerveau plastique, ça va devenir un automatisme. Deuxième élément, inciter. Comment est-ce que vous pourriez inciter l'entreprise à co-créer une charte managériale? J'ai pensé à ça parce que justement, j'ai une entreprise avec qui je travaille qui fait ça en ce moment et je les aide à animer cette session. Et puis, si on veut aller encore plus loin, évidemment, comment est-ce qu'on peut co-construire la raison d'être de l'entreprise, co-construire la raison derrière nos objectifs qui aura un impact viral, encore une fois, et colossal sur le travail quotidien des équipes avec qui vous êtes. C'est la fin de ma présentation. J'ai beaucoup dépassé sur le temps. Je vais arrêter de partager mon écran et il y a peut-être des questions. Je comprends que j'ai abordé beaucoup de choses, un peu en surface parce que ça va très vite. Est-ce que vous avez peut-être un Oui, point mais c'est précis, un exemple que vous voulez oui. partager? Je ne sais pas si on voit des… En fait, oui, moi, je vois tout le… Olivier, tu confirmes que vous confirmez, pardon, qu'on voit tous les… Est-ce que je vois les questions apparaître sur le chat ou c'est uniquement Alors vous qui les voilà, s'il y voyez? avait des questions, on les verrait. D'accord. Donc pour l'instant, il n'y a pas de questions. Il reste encore pas mal de monde qui nous écoute et qui nous voit. Donc n'hésitez surtout pas à poser vos questions voilà, à Artus sur ces cerveaux Wi-Fi interconnectés qui envoient finalement des informations et pour l'instant, on ne sait pas encore comment les interpréter. Et, euh, voilà. Et peut-être, en attendant qu'il y ait une question, en fait, je crois, peut-être le message principal que j'essayais de faire passer en parlant ces quelques minutes avec vous, et je vous remercie d'ailleurs de votre écoute, c'est, je crois, c'était mon premier message, c'est finalement, si vous-même, derrière votre écran, vous essayez à ces pratiques pour vous-même, donc par exemple l'écoute active, le questionnement ouvert, dès que vous interagissez avec un collaborateur, une collaboratrice, dès cet après-midi, dès demain, que vous aussi, vous créez ces routines ou ce cadre sécurisant de travail, que ce soit au bureau ou quand vous êtes en télétravail, déjà, ça va influencer vous, la façon dont vous allez vous sentir, votre habitude et du coup, votre impact dans votre rôle RH. Ça paraît être anecdotique ce que je dis, mais c'est déjà, selon moi, 80% du travail. Ça va avoir un impact sur la façon dont vous percevez ce qui se passe dans l'entreprise. Ça va avoir un impact sur les idées qui vont vous venir pour peut-être les outils que vous voulez déployer dans le cadre de votre travail quotidien de gestion euh, purement technique de l'entreprise. Et, et, et donc, le quick win, la suggestion que je vous propose, c'est d'essayer pour vous, hein, en tant qu'individu, dès maintenant. Et si vous le faites déjà, de le continuer, de l'améliorer. Pour aller un peu plus loin, c'est les liens que je vous ai postés sur le chat que vous voyez. Il y a un guide que j'ai écrit qui s'appelle le Leadership 4.0 qui vous donnera peut-être d'autres idées. Et si jamais vous voulez discuter d'un cas précis que vous avez avec votre équipe ou vous avez des questions, vous dire bah, comment je fais concrètement dans ce cas-là, je suis heureux de parler 30 minutes avec vous en visio pour traiter votre cas spécifique.